Pour regard croisé, ce soir, nous irons au Mali. Le deuxième tour sous haute tension, c'est une question. Nous évoquerons également la République démocratique du Congo, tentative d'union de l'opposition dans la perspective de la présidentielle. La Côte d'Ivoire, le parti unifié RHDP, est-ce que c'est un éléphant au pied cassé? Et puis le Togo, un comité de suivi sans la majorité et l'opposition. Là également, c'est une question. Je reçois ce soir pour commencer Abel Clousset, juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World Info. La TV Losonayekou, Radio Lumière, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Nous allons au Mali. Le Mali pour commencer. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou accorder leur faveur à Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. L'élection du 12 est donc maintenue, mais sous véritablement haute tension. Tous les recours de l'opposition en ce qui concerne le premier tour ont été rejeté. Alors, dans quelle perspective, Abel Clousset, on amorce ce deuxième tour le dimanche prochain? S'il y a un mot qui caractérise plus ce second tour, ça serait, à mon avis, de l'indifférence. Pourquoi de l'indifférence? Il faut voir d'abord que déjà, c'est moins de la population en âge de voter qui s'était déplacée pour pouvoir faire ce devoir civique qui est en même temps un droit. Et plusieurs oublient. Moi, je pense que déjà, on doit réintroduire ça dans les éducations, dès le cours primaire, qu'il y a eu une longue lutte pour pouvoir acquérir le droit de vote. Ce n'était pas donné d'avance. Même le vote censitaire, c'est-à-dire le vote de certains qui payaient de l'impôt et puis tout ça, ce n'était pas non plus donné d'avance. Et donc, quand on ne connaît pas l'histoire de cette lutte-là, politique, qui a donné le droit de vote à certains citoyens, c'est normal qu'on puisse décider de ne pas l'exercer. Quand cela ne tienne, on a constaté quand même que ça devient quand même récurrent, pas seulement dans la sous-région, mais même dans certains pays en Europe et comme en Amérique, que plusieurs ne se déplacent pas pour aller voter. Il y a, c'est vrai, quelques pays dans lesquels c'est pénalisé. Voilà, donc quand on prend la Suisse, par exemple, la Belgique, ou en Afrique, le pays de Pierre Nkurunziza, voilà, Burundi, vous êtes obligé d'aller voter. Et donc là, on voit véritablement que celui qui est élu est censé avoir quand même une majorité de l'opinion. En tout cas, une majorité, en principe, si tout est libre et transparent, la personne est censée avoir une majorité ou la majorité de ceux-là, des électeurs, ils ont un avis favorable de cette majorité-là. Mais quand c'est déjà une minorité qui vous porte au pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes la majorité d'une minorité, ça devient compliqué. Maintenant, revenant sur les premiers tours, je pense qu'il n'y a pas eu du nouveau. Dans la mesure où, sous la Troisième République, qui a commencé depuis le discours, après le discours de la Baule avec leur conférence nationale et tout, un peu comme partout en Afrique, et il y a eu la première élection où Alpha Oumar Konaré avait battu Thierry Mamadou Koné et il y avait déjà un écart, c'était 44, au premier tour c'était 44 et quelques pourcents contre 14,%, donc un écart de 30 points. Mais quand vous reprenez la seconde élection qui a eu lieu en 97, on a vu également que là, c'était du boycott et que haut les mains, le Alpha Oumar Konaré était élu. En 2002, ce fut discuté parce qu'il y avait là le ATT qui était en tête avec 24 et quelques pourcents, alors que derrière lui, il y avait l'actuel dauphin, Soumaïla Cissé, qui venait avec 21,40 et quelques, et suit derrière l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était également à 21, mais 14. Donc, on voit que généralement au Mali, depuis le début de la Troisième République, c'est-à-dire depuis les années 90, c'est toujours une constante que les Maliens, je dirais pour m'amuser, que savent voter. Ils donnent dès le premier tour un signal fort à ceux qui, même s'il y avait un second tour, sera largement reconduit. Et cela nous amène à dire tout de suite, sans grande crainte, que le 12 juillet, c'est-à-dire le dimanche prochain, on assistera, ou on risque d'assister à une large victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, Jeff Le Prince, est-ce que déjà tout ce que l'opposition a dit, les récriminations contre le premier tour, est-ce que ça ne risque pas d'être une sorte d'ombrage pour le second tour? Oui,
Ombrage, je dirais oui et non, en ce sens que, vous savez, les élections en Afrique qui ont été toujours contestées, vous verrez rarement, vous verrez dans certains pays africains où on peut applaudir les élections pour féliciter celui qui a gagné les élections, mais d'une manière générale, nous constatons qu'il y a toujours des irrégularités que l'opposition signale. Et cette opposition malienne qui dénonce déjà, ou bien qui demande déjà la démission du ministre de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation des élections dans leur pays, donc ça veut dire que ça pose problème. Mais pour moi, je pense que c'est un pas fondamental en ce sens qu'au Mali au moins, on parle de deux tours. On parle de deux tours. Le premier tour, si ça n'a pas marché avec 24 candidats, pardon, et au deuxième tour, il faut faire quand même des coalitions pour permettre à celui qui peut sortir véritablement gagnant de cette élection. Vous savez, ce que nous constatons en Afrique, et la politique, souvent, quand vous dites que ça ne va pas, et que quand nous votons même, ce n'est pas les résultats, ou bien ça ne reflète pas la participation de la population, les gens se désintéressent des élections. C'est ce que le confrère vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens ne savent pas la portée de pouvoir mettre un bulletin dans une urne. Vous êtes là, vous dites que ça ne va pas, vous condamnez les gens et vous donnez la chance à cette minorité pour élire un président de la République et vous êtes obligé de vous soumettre à ce président qui est élu. Alors, je pense que petit à petit, les Africains doivent comprendre en réalité que si nous ne voulons pas, le changement, c'est dans les urnes. Et si vous ne voulez pas de quelqu'un, vous devez aller voter, porter votre voix à quelqu'un de votre choix pour que la personne puisse prendre le pouvoir et diriger comme vous le souhaitez. Mais si vous ne voulez pas le faire et que dans nos pays, moi qui suis au pouvoir, j'ai une minorité qui me suit, qui soutient ma campagne d'ailleurs, qui vote massivement et que vous désistez délibérément, mais au finish, vous sortez gagnant. Donc, c'est ce que nous constatons au Mali. Mais au départ aussi, nous avons dénoncé, moi, depuis que ce problème du Mali est arrivé, sur ce même plateau, j'avais dit que je ne souhaite pas qu'on organise des élections sous cette tension, dans ce désordre qui est au Mali actuellement avec Boko Haram, etc. Je souhaiterais que le président ait la même mise sur le problème qui se passe, que chacun mette quand même le minimum pour qu'on essaye de mettre d'avoir un climat apaisé dans le pays, de pouvoir organiser les élections. Vous savez, aujourd'hui, dans certains bureaux de vote où on dénonce plus de 700 bureaux de vote ou bien un certain nombre de bureaux n'ont pas lieu, ça veut dire que ces zones ont quand même une tension qui ne permettait pas aux électeurs d'aller choisir librement leur candidat. Donc déjà, ça pose problème avec cette tension qui se trouve au Mali. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, au final, nous avons quand même un deuxième tour. Et si nous prenons IBK et Cissé, nous attendons si la majorité va porter sa voix pour IBK ou Cissé. Oui, si l'ami me le permet, j'aimerais d'abord rectifier une chose. Parce qu'il y a eu un lapsus Linger tout de suite où il parlait de Boko Haram au Mali. Je crois que c'est Akni et consorts qui sont au Mali. Revenons sur le faible taux de participation des élections, aux élections, que ce soit surtout présidentielles, les législatives et les communaux, ça mobilise toujours. Les communaux plutôt, ça mobilise toujours. Mais on constate que ce n'est pas seulement en Afrique. On peut se rappeler à bon droit de 2002 en France, où les socialistes ont voulu tout simplement partir en vacances que d'aller voter pour Lionel Jospin, par exemple. Et cela a mené à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et donc, c'est vrai que les raisons diffèrent, mais moi je pense, parce que de l'autre côté, on pense que l'opposition gauche-droite devient stérile, parce que, gauche, on dit socialiste, mais pourtant, on peut citer ici sur ce plateau près de 10 milliardaires, voire plus, qui sont du Parti socialiste, alors que de l'autre côté également, donc on voit que l'opposition devient fictive, le peuple, entre griffes, voit beaucoup plus clair et comprend que c'est un jeu politique et que ces choses-là sont devenues des reliques dépouillées de toute idéologie désormais et donc ne se mobilisent plus. Par contre, en Afrique, justement, comme on l'a dit, c'est la crédibilité des élections qui fait que plusieurs n'arrivent plus à se déplacer pour aller voter. Sans oublier le fait que le rêve qui est né au lendemain du discours de la Baule et des soulèvements, puis des conférences nationales, s'est envolé et que la réalité a pris... des illusions, justement, il y a eu des illusions, la réalité a pris le dessus. On a compris que le politicien, quand il est élu, c'est d'abord pour lui et éventuellement pour sa famille avant de penser au peuple. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant dans le cas du Mali pour ce second tour, c'est que les deux faiseurs de roi refusent de donner des consignes fermes. Est-ce que ça se comprend? Oui, oui, oui. 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 Oui, oui,
Oui, ça se comprend. Vous savez, c'est difficile à comprendre. Parce que quand vous suivez un peu les élections au Mali, tout à l'heure, je suivais les informations sur une chaîne internationale, on parlait même du fait que l'opposition, il y a une frange de l'opposition qui n'apporte pas son soutien à Cissé. Donc déjà, ça pose problème. Je veux dire, est-ce que cette opposition est quand même dans une dynamique de pouvoir changer la donne? Ou bien IBK est encore dans les voies de pouvoir convaincre les gens, de pouvoir amadouer les gens pour que les gens s'alignent derrière lui? Donc ça veut dire que, comme le confrère l'a dit, la politique en réalité, ça devient une affaire de commerce. Et on pense à soi-même d'abord, mais je fais le jeu et tu es là, on fait le deal et ça marche. En réalité, le peuple est là, on parle au nom du peuple, on dit l'opposition est là pour le peuple, mais quand vous voyez cette opposition qui n'arrive pas à s'entendre sur le minimum, ça veut dire qu'il y a problème que nous ne pouvons pas comprendre en réalité. Vous comprenez cela? Justement, ça se comprend. Il y a une chose également que... Enfin, sur le plateau, il s'est fait que même si c'est une chaîne panafricaine, nous sommes, et par ailleurs internationale, nous sommes tous des Togolais ici. Contrairement au Togo, où en 99, on a assisté à une élection boycottée qui a engendré... voilà. En 97 également, l'opposition a boycotté les élections au Mali, mais cela n'a pas débouché sur une réforme de la Constitution. Donc, au Mali, après... 2 mandats, vous êtes obligé de partir. On sait que IBK, actuellement, va briguer son second mandat. Second et dernier. Voilà, son second et dernier mandat. Donc, personne ne veut officiellement le soutenir pour pouvoir revendiquer ou pour pouvoir endosser son résultat politique lors du prochain scrutin. Et de l'autre côté également, l'écart est conséquent entre lui et Soumaïla Cissé. Et qu'il faut le reconnaître. Justement, il faut le reconnaître. Au fil des années, le monsieur, je parle de Soumaïla Cissé, mais il ne progresse pas, mais il recule. Je le disais tantôt, en 2002, il était devant IBK et derrière Amadou Touré, le président, l'ancien président. Mais aujourd'hui, on constate que le monsieur regrette et même dans certains de ses fiefs, il perd. C'est vrai, à sa décharge, on va trouver le fait qu'il est du Nord et qu'il y a plusieurs bureaux au Nord où la population n'a pas pu exercer à la fois son droit et son devoir civique. D'accord. Ouais, au même moment, je propose qu'on marque la courte pause, elle est importante. On va l'observer et puis on revient juste derrière sur le Mali toujours.